Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Collège de France pour la poursuite de ce cycle, la Philharmonie de Paris au Collège de France qui avait commencé déjà au mois de novembre. Bonsoir à tous et aussi bonne année forcément bonne puisqu'elle commence en musique avec les activités musicales. Comme vous savez, l'idée de ce cycle, c'est de recevoir des artistes qui sont des musiciens ou qui travaillent avec la musique, de les mettre en dialogue avec des professeurs du Collège de France ou bien de les laisser parler tout seuls en bons professeurs qu'ils peuvent être. Et ce soir, donc, nous voyons ce qui va autour de la musique, c'est-à-dire la musique parfois n'est pas représentée elle-même toute seule, elle se met en scène. Et donc nous recevons trois personnalités qui sont d'exception dans ce monde de la musique, à savoir le compositeur Pascal Dussapin, qui se sont bien installés, Nesha Jones, qui est artiste, scénographe, metteuse en scène, et puis quelqu'un que les habitués du Collège de France connaissent bien, je pense. C'est Carlo Sola, mon cher collègue, professeur émérite, ex-titulaire de la chaire de littérature de l'Europe néo-latine. Mais la soirée, moi je suis là juste pour l'introduire et pour vous souhaiter la bienvenue et la bonne année. La soirée sera animée par Chloé Cambrelin, qui est journaliste et qui va, comme les fois précédentes et comme la prochaine fois également, la prochaine fois ce sera le 10 février et je serai partie prenante cette fois-ci sur la scène, qui va animer la soirée et qui l'a organisée. À toi, à vous, Chloé. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, William Marx. Merci de nouveau au Collège de France et à ses équipes pour cette invitation, ce cycle commun. Alors, nous sommes réunis en effet ce soir pour la 3e rencontre organisée dans ce cadre, Scènes et sources de la musique. Une discussion autour des textes, de leur interprétation, de leur transposition sur scène et en musique, avec 3 invités qui vous ont déjà été présentés. Je vais compléter un tout petit peu les présentations. Donc, Carlo Sola, professeur émérite au Collège de France, 2 décennies d'enseignement ici, 2000-2020, dans le cadre de cette chaire littérature moderne de l'Europe néo-latine, un intitulé que vous avez souvent expliqué en nous disant que l'héritage du latin n'était pas que linguistique, qu'une forme de culture latine avait eu une diffusion européenne au-delà des langues romanes. Dante, dont vous êtes un très grand spécialiste, a occupé une place très importante dans votre enseignement, entouré bien sûr d'autres auteurs. Votre parcours, votre vie est liée aux livres, aux longues conversations que vous avez avec eux. Vous avez récemment partagé cela dans l'ouvrage « Entrer sans frapper », publié aux Belles Lettres, ouvrage qui magnifie votre départ du bureau 16, ici au Collège de France, un bureau qui était véritablement habité par les livres. Pascal Dussapin, compositeur, vous avez occupé ici la chaire annuelle création artistique en 2006-2007. Composer, musique, paradoxe, flux, c'était le titre de votre enseignement. Votre œuvre est très riche, mais comme nous allons plus particulièrement ce soir parler d'opéra, je cite notamment Roméo et Juliette avec un livret d'Olivier Cadio, Médéa matériel sur des textes de Heiner Müller, Faustus The Last Night, que vous avez écrit d'après Christopher Marlowe, Passion, autour de la figure d'Orphée, Penthesilea, écrit par vous également à partir de la pièce de Heinrich von Kleist, Macbeth Underworld avec un livret de Frédéric Boyer, Il Viaggio Dante avec Frédéric Boyer de nouveau, et tout récemment, Antigone, créée à la Philharmonie de Paris en octobre dernier, octobre 2025 donc, que vous avez écrit à partir de la traduction allemande de Friedrich Hölderlin. C'était avec l'Orchestre de Paris, dirigé par Klaus Makela, et une mise en scène, un dispositif et des costumes créés par vous, Nesha Jones. Vous êtes l'une des artistes en résonance de la Philharmonie cette saison, metteuse en scène, scénographe, vidéaste, directrice associée du Royal Opera de Londres et directrice du studio de création Lightmap.
Vous avez mis en scène de nombreux opéras à travers le monde, notamment Péléas et Mélisande de Debussy à partir de Maeterlinck à l'Opéra de Santa Fe, Macbeth de Verdi à l'Opéra de Nouvelle-Zélande, Orphée de Philip Glass inspiré par Cocteau avec l'English National Opera, Le songe d'une nuit d'été de Benjamin Britten à Santa Fe ou encore Les noces de Figaro de Mozart da Ponte à partir de Beaumarchais, production créée à l'Opéra de Paris et reprise tout récemment à Garnier. Vous avez aussi, avec votre studio, créé des installations multimédia pour des concerts et vous êtes très investi dans l'invention, dans la création de formes nouvelles, habitué à travailler dans des lieux très différents, pas seulement des maisons d'opéra. Voilà donc, nous allons parler ce soir notamment beaucoup d'Antigone et de Il Viaggio Dante, mais je voulais néanmoins, Pascal Dussapin, citer plusieurs de vos autres opéras pour ouvrir peut-être avec vous sur cet art de la métaphore dont vous parlez souvent. La métaphore est mon projet, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela et nous dire dans quelle mesure ça détermine les textes que vous choisissez, des textes qui permettent d'aller bien au-delà de l'histoire qu'ils racontent? Quelle question! En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Quand on fait de la musique, on est toujours confronté à un monde que les musiciens aiment, à mon avis, à tort, à qualifier de pur. Et comme si les choses pouvaient être pures de je ne sais quoi. Et sans doute un des meilleurs moyens qu'ont trouvé les compositeurs, en quelque sorte, pour s'éloigner de cette dimension, c'est l'opéra. L'opéra est pour moi un art, en tout cas une pratique fondamentalement impure, et fort heureusement, mais qui a longtemps été associé, en tout cas à cause du 19e siècle, principalement parce que quand on considère l'opéra avant, c'était un peu différent à mon sens, sur la question de la narration. Tout était articulé autour de la narration. Et moi, je ne m'intéresse pas tellement, enfin, encore que c'est faux à certains égards, mais je ne m'intéresse pas toujours aux histoires, mais aux métaphores. Et je pense que l'opéra est un art de la métaphore extraordinaire qui permet de toucher un niveau de conscience très particulier qui est celui de la vigilance. Et j'ai souvent dit ça, donc je le répète, mais faire un opéra pour moi, c'est aller toucher quelque chose de la psyché humaine à un endroit où tous et toutes se comprennent immédiatement. J'en veux pour preuve, je vais citer le dernier, Antigone, avec Nyssa. Antigone, quand j'ai commencé à faire Antigone, on m'a dit quelquefois encore une tragédie grecque, encore une figure de la mythologie, etc. Bon. Et moi, j'ai botté en touche, toujours en disant « Est-ce que vous connaissez une histoire plus moderne qu'Antigone, plus contemporaine ?» Et évidemment, moi, et j'en finirai là, Antigone a été pour moi le moyen d'exprimer quelque chose, non seulement de mes doutes sur le monde, mais aussi sans doute de cette conscience dont je me réclame peut-être abusivement, mais ça me permet de toucher au fond le politisme plus que le politique, mais en touchant quelque chose qui relève de la nature des hommes, et de l'humain en tout cas, et sa simple présentation est pour moi suffisante. Par exemple, je n'ai pas du tout envie qu'on présente Antigone sous la face d'un personnage, ou femme ou homme que l'on connaîtrait. À cet égard, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Carlo, Alexander Navalny pourrait être une fantastique Antigone. Vous voyez. Mais aussi le plus ou la plus convaincue des djihadistes. Vous voyez, ça pose des questions comme ça. Donc, pour moi, poser le terme Antigone suffit à dire voilà ce que je pense. Et j'ai fait la même chose pour Penthesilée, pour Macbeth, pour Faustus, pour Médéa, et sans doute d'autres viendront. On espère bien. Nyssa Jones, pour rebondir, peut-être, est-ce que vous partagez cette
cette vision, cette approche de l'opéra comme art de la métaphore. Bonsoir à toutes et à tous. Bah oui, tout à fait. On pourrait dire encore plus que l'opéra rend une histoire, un moment intemporel. Ça devient quelque chose vraiment sans temps. Et c'est pour ça que on peut l'imaginer en plusieurs manières. Il y a toujours, avec une œuvre intemporelle, un espace d'interprétation. Alors oui, j'aurais pu placer Antigone dans un certain endroit ou dans un temps certain, mais pour moi, c'est plus intéressant de revenir sur l'origine de cette idée du théâtre, un endroit pour bien réfléchir de ce que c'est être humain, alors de laisser ouvert cet espace d'interprétation, de chercher quelque chose de toujours fondamental. Et j'ai trouvé que c'est ça que fait la musique de Pascal. C'est à la fois détaillé d'une manière extraordinaire, mais aussi immense, sans paramètres. Alors tout est ouvert et pour moi c'est vraiment le cœur d'Antigone. Carlo Sola, Nisha Jones l'a dit intemporel, dit interprétation. Est-ce que justement tous ces textes là dont il est déjà question et qu'on cite en citant les opéras finalement de Pascal Dussapin, est-ce que tous ces textes ont en commun précisément d'être plus grands qu'eux-mêmes, de dépasser le temps et donc toujours ouverts à interprétation, et est-ce en cela qu'ils peuvent peut-être tendre vers une forme d'universel? Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Je souhaite tout d'abord remercier Pascal Dussapin qui a voulu m'associer, et j'ai eu a posteriori la justification même, non seulement de mon enseignement, mais de cette maison. En effet, quand on prend le travail de création de Pascal Dussapin, prenons les derniers, vous avez Shakespeare, Dante pour le centenaire et maintenant Antigone. Ce qui montre bien, comme vous l'avez dit, que les classiques sont toujours présents pour la raison que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'ils dépassent le texte même qu'ils mettent en scène. Ça, c'est le problème. Le cas d'Antigone est vraiment une espèce de paradigme fondamental. George Steiner a même donné le titre au pluriel, les Antigones, à partir surtout du texte d'Hölderlin sur lequel vous vous êtes basé. C'est un choix fondamental. On voit autour naître de la philosophie, du théâtre, de la poésie pendant des décennies et jusqu'à ce moment. Et je trouve que là, la musique a un grand avantage, c'est-à-dire qu'elle dépasse déjà le fait d'être exprimée dans une langue, mais cette langue est constamment refaite, et quand on verra un extrait, on le voit encore plus, parce que là, l'opératorio, les deux, opéra et oratorio, mais puis on dirait pour moi, sont unis par l'architecture, car la mise en scène est une vraie architecture d'espace, par la musique et par la parole. Et tout ça se renouvelle et nous donne au moins deux significations essentielles. Tout d'abord, chaque mise en scène est non seulement une interprétation, mais elle est la présence même du texte. C'est un terme qui était très cher à George Steiner, mais il avait raison. Ce n'est pas une interprétation, la mise en scène, mais c'est la présence. Ils sont là pour nous, ils sont là avec nous. Et l'autre élément, dans ce cas vraiment fondamental d'Antigone, c'est qu'elle prend en charge
tout ce qui est absolu dans l'homme, c'est-à-dire inconditionnel. Je suis là, je suis seul, je ne sais même pas si je suis vivant ou morte, mais je suis là. Alors que Créon revendique le pluriel des lois. Mon royaume est fait pour dicter des lois et vous êtes fait pour obéir. Vous voyez que c'est essentiellement très très présent en nous-mêmes. Et cette tension se révèle à chaque fois que le texte est réécrit dans la langue et je dirais aussi dans la responsabilité des choix. Par exemple, dans ce cas, puis je termine parce que c'est une question que je vous pose, l'éclat, pour ainsi dire, de la tension qui se développe entre les deux personnages principaux, Créon et Antigone, est telle que Pascal du Sapin a fait le choix, à mon sens, énorme de éradiquer d'une certaine manière les chœurs afin que cette médiation qui est faite souvent chez Sophocle par le chœur disparaisse et que les deux grands personnages, Ismène un petit peu, mais Créon et Antigone, puissent être là pour témoigner de leur radicalité, vous avez raison. Alors avant, peut-être qu'on va regarder en effet un extrait, mais avant ça, juste pour rebondir avec vous, Pascal du Sapin, donc il y a cette question effectivement qui vous est posée par Carlo Sola, j'en ajoute une autre mais qui va avec, c'est peut-être quand on sait à quel point le texte est important et à quel point texte et musique sont liés pour vous, nous dire quand même quelques mots de ce choix de Hölderlin, c'est-à-dire qui a lui-même été traduit ensuite en français par Philippe Lacoue-Labarthe, mais vous avez choisi ce texte allemand, peut-être quelques mots sur ce choix-là et réponse. Quand je tombe amoureux d'un texte, c'est ce texte-là. Je ne cherche pas à faire de généalogie dans sa propre histoire. Quand je prends Philippe Marlowe, que j'ai d'ailleurs beaucoup trafiqué, si vous me passez l'expression. Quand je prends Shakespeare aussi. Mais quand je tombe sur Antigone, qui était une vieille histoire chez moi depuis très longtemps, puisque c'est Philippe Lacoue-Labarthe lui-même qui m'avait offert ces deux traductions, d'Œdipe et d'Antigone, en 1998, très exactement. Et quelque chose s'est imposé après avoir écrit le Viaggio Dante, que j'ai écrit d'ailleurs en partie grâce à Carlo Sola. On en parlera après. Enfin, qui m'a beaucoup décomplexé sur Dante. Mais en tout cas, ce texte-là, oui, c'était pourquoi pas Sophocle, pourquoi pas Anouilh, pourquoi pas... Il y en a tellement. Antigone est la pièce la plus jouée au monde sur les 4 continents, qui a fait l'objet de plus d'interprétations. C'est Jean Steiner, dans son livre, que vous connaissez, Carlo, qui en parle très bien. Donc, ce qui prouve non seulement l'humanité de ce texte, mais aussi sa permanence rhétorique, si j'ose dire. En tout cas, moi, je tombe amoureux de ce texte-là, en français. Alors, cette histoire est très particulière parce que, si vous me permettez de faire un peu d'histoire, je parle sous le couvert de Carlo Sola, parce que s'il y a bien une chose et de vous-même, cher public, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au Collège de France, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle qui connaît le sujet mieux que vous. Donc, j'y vais tranquillement. Hölderlin, quand il traduit Sophocle, il travaille d'après quoi? Il travaille en fait d'après, on le sait aujourd'hui, une très mauvaise traduction latine, mais traduite de l'italien, retraduite par... Enfin, il a un texte en fait qui est pas du tout le genre de texte que n'importe quel étudiant en sciences, en études romanes aurait. Enfin, et donc déjà, c'est comme si de fait il recomposait quelque chose, probablement. Enfin, j'hésite un peu dans le terme, mais en tout cas, il édifie quelque chose par sa traduction qui fait que le texte, on le sait,
Le texte allemand de Hölderlin est bourré de fautes, d'imprécisions, quelquefois de contradictions, de non-sens, enfin, et aussi de mots qui n'existent plus en allemand. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait réviser par une linguiste. Mais le texte de la Coulabart, il est particulier parce qu'en fait, c'est une traduction de traduction, qui elle-même est une traduction de traduction de traduction de traduction. Donc c'est comme une sorte de petit château de cartes comme ça, ou de limons déposés couche après couche. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré la complexité extrême de ce texte, je me dis, c'est ça, et j'ai pas hésité très longtemps. Hein. Et je savais que c'était ce texte-là qu'il fallait, à la condition de l'apurer un peu, c'est-à-dire le rendre en quelque sorte plus efficient, parce que c'est la nécessité obligée de l'opéra, fût-il un opératorio. Et j'ai voulu en extraire vraiment la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Et donc ma première décision, effectivement, a été d'enlever tous les chœurs. Et donc, une fois que vous avez enlevé tous les chœurs, vous avez enlevé les 2/3 du texte. Et puis à l'intérieur de ce qui restait, j'ai condensé, parce que évidemment j'avais déjà en tête la musique. Il ne faut pas oublier qu'un compositeur de musique, quand il voit un texte, il entend des notes en fait. Et l'allemand se prête tellement bien à la musique que c'était un grand plaisir. Et il n'était pas question de faire ça en français, par exemple. Alors, on va regarder donc un extrait de Antigone, donc créé en octobre dernier à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris dirigé par Klaus Makela. Christelle Leutsch, mezzo-soprano, avec laquelle vous avez beaucoup travaillé, Pascal Dussapin, interprète Antigone. Thomas Thomasson Créon, là on va voir Christelle Leutsch, mais je le cite quand même. Peut-être dire, avant de regarder, et ce sera l'objet de la discussion ensuite avec Nisha Jones, que cette création a donc eu lieu à la Philharmonie de Paris, qui n'est pas, comme vous le savez, une salle d'opéra, d'où aussi cette mention opératorio. Il n'y a pas de fosse, il n'y a pas de cintre. Donc vous allez le voir, l'orchestre était devant le plateau avec les chanteurs et chanteuses.
Voilà, c'est un extrait donc d'une captation réalisée par Philippe Béziat et qui sera à voir très prochainement sur arte.tv et Philharmonie Live. Nous remercions Caméra Lucida pour la mise à disposition de cet extrait. Alors, Nisha Jones, voilà, on a envie de reprendre avec vous après ça pour que vous nous expliquiez un peu comment vous avez conçu, pensé le dispositif que l'on a vu, la mise en scène et en quoi il est là aussi, et vous l'avez déjà dit un petit peu plus tôt, question évidemment d'interprétation. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup réfléchi à cette idée de Pascal d'enlever le cœur et d'arriver à quelque chose de très pur, épuré. Il reste seulement ce qu'il faut pour nous guider. Alors, je cherchais quelque chose très pur, très direct, avec très peu de détails, mais tout ce qu'il fallait pour bien suivre ce qui se passait sur scène. Mais aussi, j'avais le grand cadeau. Pour quelques autres, je sais que c'est un enjeu, un défi, mais pour moi, vraiment, c'était une opportunité de travailler à la Philharmonie. C'est une salle extraordinaire,
on revient tout de suite à une idée plus grecque du théâtre, cette conversation entre le spectateur et la scène. Alors, on est vraiment dans un amphithéâtre, on pourrait dire, c'est l'architecture plutôt de ces événements d'antan. On a échappé cette idée du proscénium, du spectateur séparé vraiment par un mur, le quatrième mur du théâtre. Alors déjà, on est sur quelque chose de différent. On a beaucoup parlé de cette idée d'un opératorio. Je travaille, comme vous avez dit déjà, en dehors des théâtres aussi. Alors pour moi, il n'y a pas de règles comme ça. Mais aussi, on peut arriver à une échelle assez passionnante. Ce sont ces colonnes. Je voulais suivre les règles de la pièce. C'est-à-dire qu'on sait seulement que tout se passe devant le palais. Alors, je voulais chercher quelque chose qui disait dehors, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Ça, c'était très important. Je voulais suivre un peu cette idée de colonnes. Les colonnes, c'est une idée, une image vraiment liée à Sophocle. Mais aussi, quand je parle de l'échelle, les colonnes sont à 9 mètres. C'est quelque chose. Parce qu'on a ces volumes dans la salle, à la Philharmonie. Alors on peut diminuer l'être humain, on peut faire ce jeu entre l'échelle de l'État, le bâtiment, ce qui est rigide, qui ne bouge pas, et les petits êtres humains qui luttent pour savoir comment gouverner, comment vivre, la différence entre le bien et le mauvais, ces grandes questions. Alors c'était pour ça que je cherchais quelque chose, oui, de très pur, très direct, mais aussi atemporel, qui n'avait pas de temps ni de lieu spécifique. Et qui laisse aussi, c'est ce que vous aviez expliqué aussi au moment de la création, finalement, on retrouve cette même quête de l'essentiel, d'aller à l'essentiel comme vous avez fait pour le texte, par cette sobriété quelque part, ou cette simplicité, entre guillemets, de laisser la place à l'interprétation de chacun, à la fois des artistes qui sont sur scène et de la nôtre aussi qui sommes dans le public. Carlo Sola, sur ça peut-être, et puis parce que je crois que vous avez été aussi frappé par ce dispositif conçu par Nestiadze. Oui, ce dispositif est absolument central. L'un des vers, vous l'avez entendu, est presque le centre de toute la tragédie. Moi et eux nés de la terre. C'est le mythe justement de l'autochtonie. Si Claude Lévi-Strauss était là, il serait heureux, parce que justement c'est le problème déjà des parents de Édipe et de Jocaste, c'est le problème des deux frères, et c'est encore une fois le problème d'Antigone. Et il est donc juste de faire de cette scène quelque chose d'étroit et même d'étouffant, même si vous avez bien sûr défini à juste titre cette espèce de blancheur pure. Mais néanmoins, le mythe est... Et là, on peut très bien le comparer à Dante et il Viaggio. Dans l'opéra précédent, Pascal Dussapin avait télescopé, pour ainsi dire, le premier travail de Dante, la Vita Nova, en le faisant entrer dans la Divine Comédie, parce qu'il pense, à juste titre, c'est une leçon aussi d'interprétation du poème, que tout Dante, de la jeunesse à la fin de sa vie, est à l'intérieur de cet amour pour Béatrice. Donc il prend le Dante jeune, c'est l'un des personnages, Dante jeune, et le fait entrer dans la Divine Comédie. Il y a une espèce de grande unité de temps, lieu et action, comme Aristote le voulait.
Et donc le voyage est justifié par l'aboutissement, par la fin. Alors qu'ici, tout le mal est dans l'origine. Nous avons une dialectique extraordinaire. Un jour, s'il y a un éditeur, il faudrait mettre les deux libretti ensemble. Le Dante voyage, la justification est à la fin, et Antigone, la raison de tout cela est dans l'origine. Et on le voit constamment. Antigone elle le déclare dans un autre monologue, le désir de sortir de cette contradiction. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas dès le premier vers. Je ne sais pas si j'arrive à le prononcer dans son intégralité, parce que c'est un vers, le premier qui tient toute la phrase, c'est « Gemeins am Schwesterliches », c'est-à-dire, et puis virgule, Esmen, Haupt, c'est-à-dire aux têtes d'une sororité qui nous est propre et unique, Ismen. Dès le commencement, il n'y a plus d'espace. Dès le commencement, les deux sont étroitement liés, comme l'ont été leurs parents. Ils ne peuvent pas sortir de l'unicité présupposée, inconnue. Ils sont là et ils ne peuvent pas aller ailleurs, il n'y a pas l'autre. Alors que dans le poème de Dante, on le voit très bien dans l'opéra de Pascal du Sapin, il y a constamment un appel à autrui. Et même Pascal du Sapin a donné un rôle fondamental à Lucie, dans le texte de Dante, précisément parce que elle était le tiers. Elle n'est ni Béatrice ni Dante, mais est celle qui doit porter Dante à Béatrice. Il faut toujours qu'il y ait, comme on le disait dans l'analyse structurale des récits autrefois, un troisième sujet qui puisse faire le passage. Et dans ce cas-là, c'était tout à fait puissant. Dante l'avait réduit. Au commencement de l'enfer, Lucie avait été annoncée avec un rôle extraordinaire, et puis c'est un chant seul, le 9e du Purgatoire, qui lui est consacré. Alors que Pascal du Sapin lui restitue le rôle qui devait être le sien. Et ici, ce texte d'Hölderlin vous force à une espèce de constriction, on ne peut plus sortir. Et c'est pourquoi le texte est si puissant. Raison supplémentaire pour supprimer les chœurs et ne laisser que ces deux personnages qui ont vraiment une vie extraordinaire, une puissance énorme. Bon, je laisse tomber. Après, alors, on va poursuivre justement parce que l'heure tourne. On va poursuivre avec, et on a déjà commencé avec Dante. Donc, Il Viaggio Dante était votre précédent opéra Pascal du Sapin, créé au Festival d'Aix en Provence en 2022, repris à l'Opéra de Paris la saison dernière, mise en scène celui-ci par Klaus Guth. Alors, vous avez travaillé, je l'ai dit plutôt avec Frédéric Boyer, pour le livret. Vous avez dit à l'époque de la création à quel point ça avait été compliqué, qu'il y avait eu beaucoup de versions différentes. Peut-être, et donc Carlo Sola nous en a déjà dit un peu, mais peut-être faut-il nous dire ce qu'il y a dans ce Viaggio, sachant qu'il y a du Dante par ailleurs par touche ailleurs dans votre œuvre. Oui, Dante, comme je l'ai un peu suggéré tout à l'heure à propos d'Antigone, c'est toujours chez moi de vieilles idées. Enfin, je dois avoir de la suite dans les idées, si je peux me passer l'expression. Mais il est sûr que Dante m'accompagnait depuis très longtemps, depuis le début des années 90, puisque je l'ai abordé dans des pièces de musique de chambre, je l'ai intégré dans mon opéra Faustus, dans Passion, ça commence même par une citation de Dante. Et je savais qu'un jour j'aborderais vraiment ce texte qui est d'ailleurs, enfin, je le dis devant Carlo Sola, mais qui est inabordable en fait, pas parce que c'est comme, enfin, on ne cesse. Chaque fois que je relis Dante, je le découvre, et chaque fois je me dis tiens, ce serait bien que je fasse un opéra là-dessus. Enfin, ce qui est quand même, même encore aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
j'arrive avec ce livre énorme, donc, chez Frédéric Boyer, avec lequel j'avais travaillé sur Macbeth Underworld, mais sur ce Macbeth, il n'était pas question d'être trop respectueux à égard Shakespeare, donc on a presque réinventé l'histoire en quelque sorte. Mais sur Dante, il était question de faire les malins. Et donc je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors il m'a dit que j'étais fou, quoi. Au début, il m'a dit que j'étais fou, vraiment. Et puis finalement, il a fait une version, une deuxième, enfin il en a fait 12 ou 13 que j'ai écarté jusqu'à ce qu'on trouve un angle d'attaque sur le texte. Moi, j'avais posé des conditions. Je voulais qu'on ne touche absolument pas la langue, qu'on réinvente rien, qu'on réécrive rien. Il fallait exciser dans le texte, évidemment, mais recréer le voyage. Donc le titre, le Viaggio, est arrivé presque... On ne sait même pas qui a eu l'idée du titre. Enfin, il était clair qu'il s'agissait d'un voyage. Et Vita Nova, je savais que c'était en quelque sorte la préfiguration. Je parle sous le contrôle de Carlo Ossola, qui est un des plus grands spécialistes au monde de Dante. Donc je fais attention à ce que je dis. Mais je savais que la Vita Nova donc, était une préfiguration en quelque sorte du paradis. Et donc l'idée est arrivée de l'inclure sous la forme d'un personnage qui était celui de Giovanni Dante pour faire des allers-retours entre le jeune Dante et ce qu'on l'appelait le vieux Dante. Mais enfin, il est supposé avoir 35 ans à peu près. Bon. Mais en tout cas, cette dialectique entre le passé, alors c'est une chose qui est facile au cinéma, par exemple. Pour évoquer le passé, vous changez un peu la couleur, vous la mettez un peu sépia, vous floutez, et puis hop, vous savez que ça se passe dans les années 50, quoi. Mais à l'opéra, c'est beaucoup plus compliqué, donc il fallait être très subtil, il fallait faire passer ça par des questions vraiment typiquement musicales, des cercles harmoniques, enfin des choses très particulières, pour donner l'idée de la rétroaction de l'action générale, en quelque sorte, quoi. Donc le personnage de Giovanni Dante ne chante que de la Vita Nova et chanté par une femme, Christelle Leutsch, que vous avez entendu dans Antigone. Et l'idée c'était une idée purement musicale, au fait. Un truth role, comme on dit à l'opéra, ça existe, les rôles d'hommes tenus par des femmes. Et je voulais, et ça me permettait d'exploiter aussi le grave de cette chanteuse. Et voilà ce que je peux dire. Et on va regarder justement voilà. Un extrait où on va retrouver Christelle Leutsch, effectivement. Alors là, elle chante les Peregrini, les pèlerins. Et on rebondira avec vous après, Carlo Ossola, juste pour dire donc que c'est un extrait de la captation réalisée au Palais Garnier en mars 2025, réalisé par Floris Bernard pour l'Opéra de Paris. L'orchestre de l'Opéra de Paris est dirigé par Kat Nagano et on retrouve là une forme plus classique avec un orchestre en fosse. Città che piena di invidia sì che già rabocca il sacco.
sua Beatrice, e le parole con il può dire hanno virtù di far piangere altrui. La città dolente ha perduta la sua Beatrice. La città dolente ha perduta la sua Beatrice. Questi pensieri e li sospiri che agito diventano nelle corsi angosciosi che amor mi traverdisce, signori che amor vi traverdisce, Madonna scritta e la morte sono il tempero. E la morte sono Alors, Carlo Ossola, quelques mots peut-être sur, vous en avez déjà un peu parlé, mais Pascal Dussapin a dit qu'à l'époque où il était justement face à cet immense défi, il vous avait, enfin en tout cas vous aviez eu des discussions ensemble, que vous l'aviez aidé. On a envie de savoir un peu sur quoi portaient ces discussions et finalement qu'est-ce que vous aviez envie de dire à un compositeur qui était prêt à s'emparer de cette matière immense? Non, il n'y a pas de discussion, il n'y a que de l'admiration. Et la réalité a un double de cette union de la Vita Nova, un texte de Genèse de Dante, O peregrini che pensosi andate, un sonnet qui est tellement beau qu'il y a eu une circulation autonome. On l'a sorti de la Vita Nova et on le trouve dans plusieurs codices tout seul parce que c'est tellement beau. Eh bien, là, le travail de création de Pascal Dussapin a proposé un jour nouveau, aussi bien sur Vita Nova que sur la Divine Comédie. Je serai bref, je dirais simplement que, vous le voyez là, ces pèlerins sont des pèlerins, dans le texte de la Vita Nova, qui vont à Rome pour le jubilé. Et alors, si Dante dit, au point de vue étymologique, Péregrini sont tous les voyageurs, sauf dans le cas où ils se rendent à Rome ou à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors là, ils sont pour un but d'éternité. Et alors, l'élément nouveau que l'opéra de Pascal Dussapin a fait sortir du texte de Dante, c'est que il dit, et on l'a vu chanter du reste admirablement, il porte sur eux des nombreuses paroles de bien-aimé.
C'est-à-dire, c'est que le voyage continuera avec ces pèlerins. Dante ne peut pas le faire, il est écrasé, mais ce voyage du renom de Béatrice continuera jusqu'à Rome. Et inversement, donc jusqu'au lieu du jubilé de l'année 1300. Et inversement, ce Peregrini, comme il est intégré au texte de la Divine Comédie, montre bien que la Divine Comédie est un voyage, n'est pas comme on l'a dit souvent, surtout au XIXe siècle, un texte mystique, c'est un texte de reconnaissance par le voyage. On fait une expérience à tel point que Dante dit vraiment dans les dernières lignes de Vita Nova, je réserve ma création pour un temps où je serai plus mûr et plus digne de célébrer la louange de ma bien-aimée, c'est-à-dire de Béatrice. Et dans ce sens-là, on pourrait même le conseiller, ce texte et l'opéra, aux critiques littéraires, parce qu'en effet, il y a une unité du personnage Dante. C'était une idée de Singleton qu'il avait bien remarqué. Et avant déjà de Borges, là, l'unité est faite par le personnage Dante. Et ça, c'est la force du texte de Pascal du Sapin. Dante est un seul. Mais bon, après, bien sûr, il y a Dante jeune qui parle, il y a le Dante des dernières années, mais en réalité, c'est un seul personnage qui porte sur soi la responsabilité et la mémoire de l'aimé, c'est-à-dire de Béatrice. Ce texte a une très grande force, tout comme le texte d'Antigone. Antigone prend sur soi les raisons, j'ai contrôlé le texte grec, qui ne sont pas écrites. C'est-à-dire, les juristes nous disent aujourd'hui imprescriptibles. Elle aussi prend tout sur soi, les lois imprescriptibles, agraphai, non écrites. Et Créon prend sur soi l'obligation de fabriquer des lois capables de maîtriser les hommes qui sont dei noteroi, les plus terribles, monstrueux, terrifiants. Tout ce texte devient une grande condensation, je dirais, de l'essentiel de la réalité humaine, ambiguë, double. Maintenant, évidemment, nous avons d'un côté le passage de la jeunesse au paradis et de l'autre côté la descente aux enfers. Il faudrait avoir une espèce de troisième texte, de troisième moment, qui ferait hégélianement, d'une manière hégélienne, la synthèse. Ça va venir. Et oui, mais Pascal du Sapin, sans rire, quand Carlo Ossola dit l'élément nouveau que l'opéra de Pascal du Sapin a fait ressortir du texte de Dante, c'est une très belle réponse à ceux qui vous disent que vous vous occupez de vieilles choses, non? Oui. C'est aussi parce qu'ils lisent pas souvent les textes, quoi. Enfin, par exemple, pour parler de choses plus amusantes en quelque sorte, j'étais très frappé par l'accueil critique, quoi. On a eu quand même sur le Viaggio, quand il a été créé à Aix, des critiques qui écrivaient que le texte de Frédéric Boyer est quand même trop compliqué, quoi. Alors qu'il n'a pas touché une virgule de Dante, enfin, comme certains critiques ou observateurs, mais bon, ça c'est plutôt dans l'ensemble et même quasiment totalement, j'ai été frappé par l'accueil quand même. Personne n'a trouvé le texte trop compliqué. Enfin, c'est une petite histoire. Il y a l'édition 2021 de la Pléiade que vous avez dirigée, Carlo Ossola. Puis il y a un que sais-je sur Dante aussi pour ceux qui trouvent mais j'ai peut-être tout, moi j'ai écrit tout par Carlo Ossola pour ceux qui trouvent que c'est compliqué. Du reste, ça l'est quand même. C'est un texte quand même très très complexe. Alors, vous dites Carlo Ossola que Dante est certes un auteur du XIVe, mais en fait surtout du XIXe, XXe et XXIe siècle. Nisha Jones, vous n'avez pas encore, du moins, travaillé sur Dante. En revanche, et on voulait garder aussi
la fin de cette discussion pour parler d'un autre auteur immense qui dépasse le temps et qui le traverse et que vous avez mis en scène, que vous avez travaillé aussi à votre endroit, Pascal Dussapin, et que vous connaissez par cœur, Carlo Sola, c'est Shakespeare. J'ai dit au début, vous avez mis en scène notamment Macbeth et Le songe d'une nuit d'été. Est-ce qu'avec lui aussi, bon, peut-être la réponse est dans la question, il y a justement finalement ce sentiment d'être face à un texte qui reste ouvert à l'interprétation pour toujours, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Il y a une citation assez connue. Shakespeare, l'âme de Shakespeare n'est pas de son temps, mais de tous les temps. Et alors, c'est justement, c'est absolument la même chose. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui se passe avec une pièce ou poème, bon, texte, quoi qu'il soit, traduit en musique. C'est pas une traduction, c'est plutôt transfiguration. C'est vraiment quelque chose d'autre qui se passe. Et la pièce peut rester entière, mais elle est devenue une autre chose, encore plus intemporelle pour les raisons. Nous avons discuté un tout petit peu. C'est quelque chose intouchable qui n'a pas de définition. Mais là, oui, c'est inépuisable. Les textes de Shakespeare, on peut les refaire, on peut les revisiter, et sans cesse, vraiment. C'est comme lire Dante, bien sûr. Chaque fois qu'on revient sur un texte de Shakespeare, on trouve quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de chance. Parce que nous avons Dante, Shakespeare, Sophocle, il n'y a pas assez de temps dans la vie. Un mot peut-être, Carlo Sola, en rebond à ce que vient de dire Nisha Jones. Oui, je reviens à cette idée de Shakespeare. Là, vous avez l'ensemble, je dirais, de l'humain. Votre Shakespeare était Macbeth, je crois. Et on pourrait dire que dans Shakespeare, il y a ce que nous voyons séparément chez Sophocle et chez Dante, c'est-à-dire le roi Lear, le drame je dirais de l'impuissance à sortir du mal, Macbeth, et la grande pietas du roi Lear, quand il est en prison avec sa fille, il voit dans la petite fenêtre passer des oiseaux et il lui dit « Eh bien, nous, on sera là encore, on verra au printemps ces oiseaux, on entendra le son de leur chant et ce sera tout pour nous. » Vous voyez, Shakespeare fait un peu l'unité de ces deux de ce moment. Et surtout, Pascal Dussapin fait l'union de ces grands textes. Mais je peux ajouter quelque chose qui répond à aucune question, mais qui pourrait vous intéresser, c'est qu'en fait, par exemple, en 2003, on a présenté à l'Opéra Bastille un opéra qui s'appelait Perella, Uomo di Fumo, d'après Palazzeschi, où il s'agit d'un homme qui descend du ciel, qui a 33 ans, qui a été engendré par 3 mères, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est un homme qui est banni de la société, mais qui a tout. Il a tout, mais il ne veut rien. Il ne demande rien. Enfin, il est l'homme dont on a besoin aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait un Faustus pour le Staatsoper de Berlin. Et en fait, c'est l'exact opposé. L'idée de Faustus est venue pendant la composition de Perella. C'est-à-dire que j'avais un homme qui avait tout, mais qui ne demandait rien. Et je me suis intéressé à un homme qui n'a rien, mais qui veut tout. Je fais un Faustus un peu particulier, un Faustus obsédé par lui et la lumière. Et ensuite, j'ai fait Penthesilée, qui est d'après Kleist, qui est une femme qui ne peut aimer que si elle a vaincu au combat l'homme qu'elle aime.
Donc l'homme qui est Achille, qui est un peu tordu, quoi, il lui fait croire qu'elle a gagné et pour la séduire. Et quand elle se rend compte que c'est un subterfuge, elle le dévore avec ses dents. Et donc il s'agit d'une femme pour laquelle la loi est fondamentale à la tenue d'être. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée que je me suis intéressé à Macbeth. Parce que Macbeth, c'est tout le contraire. Il veut juste le pouvoir et il tue tout le monde. Il ne s'occupe pas de la loi. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, c'est comme un diptyque. Et quand j'ai fait le Viaggio, juste après, quelquefois, j'aime à penser que j'ai fait ça pour me reposer. Ce n'a pas été le cas du tout. Hein. Mais enfin, c'est quand même un texte qui termine dans une sorte d'assomption où personne n'est mort à la fin. Et en fait, à la fin du Viaggio, toutes ces horreurs de Macbeth, de Penthesilée, tout ça, enfin, tout ça, ça me manquait. Et je veux dire par là que quelque chose en moi avait besoin d'exprimer quelque chose qui a à voir avec la terreur, parce que c'est aussi avec terreur, quelquefois, comme je pense chacune et chacun de nous, on regarde le monde, surtout en ce moment. Et vous voyez que c'est un dispositif dialectique aussi qui est... Et après... tout ce que vient de dire Carlo, qui est magnifique, mais quelquefois les choses sont aussi plus simples. Enfin, je veux dire, elles sont purement produites par, enfin, en ce qui me concerne, mes affects. Voilà. Pour terminer peut-être et regarder devant aussi, dire quelques mots d'un projet à venir pour le public, mais on imagine que vous êtes déjà plus que dedans, Nisha Jones, c'est Ercole Amante, donc Hercule amoureux. Ah bah, parce que, pourquoi? Parce que c'est un opéra qui sera à voir à partir de la fin du mois de mai. Je vous coupe la parole. Hein. Il faut une bonne raison. Non, pardonnez-moi, mais je prends le pouvoir là. Mais je voulais dire que j'ai eu, grâce à la Philharmonie, à Olivier Montey, son directeur, j'ai eu la grande joie de rencontrer Nessia, que je prononce mal d'ailleurs, il faut dire Nisha, enfin, j'y arrive pas bien, et qui a été une collaboratrice exceptionnelle pour moi, extraordinaire, parce qu'elle ne pense pas les choses de façon académique, ni même en vertu de quelques principes qui règnent en général dans le monde de lyrique. Je vais vous donner un exemple. Quand Olivier Montey, ici présent, m'a présenté Nisha, on avait rencontré plusieurs spécialistes de la spécialité. J'essaye de dégenrer le terme. Je lui poserai quand même ma question après, je vous préviens. Oui, Justin. Et qui ont eu toutes des réactions, et quelquefois des personnes que j'admirais beaucoup, qui ont eu des réactions où j'étais très désappointé. Ah, mais il n'y a pas de fosse, il n'y a pas de cintre, il n'y avait pas l'entourage, disons, technique et technologique habituel à vos scènes d'opéra, alors que précisément, ce projet était d'investir une scène philharmonique et de faire opéra là où on ne l'attendait pas. Et Nessia a été la seule qui est arrivée et qui a dit c'est quoi le job, quoi. Et à partir de ce moment-là, c'était gagné, parce qu'elle a eu elle s'est dit bon, quelles sont les conditions, et ça pour moi c'était une libération. Et donc du coup on n'a pas le droit de parler de ces autres projets, c'est ça? Ou quand même si je peux dire qu'elle va quand même alors, mettre vous avez en scène... compris qu'on a un autre projet, donc... Oui, bah alors, non mais ça, oui, peut-être que vous retravaillerez ensemble, mais par ailleurs... Non, pas peut-être, on va travailler ensemble. Vous savez pas, bah alors, on travaille déjà. C'est officiel, donc ça, on s'en réjouit, mais en attendant, et on a hâte, mais en attendant, je tiens à cette dernière question quand même, parce que, pourquoi je citais cet opéra qui sera à Paris dans quelques mois, c'est parce que c'est un opéra d'Antonia Bembo, qui a été composé en 1707, et qui n'a encore jamais été joué dans une mise en scène. Vous allez le mettre en scène, et donc la question pour terminer aussi, et puisqu'on était quand même avec cette question du temps et de l'intemporel, qu'est-ce que c'est créer en 2026 un opéra composé en 1707? Oui, bah, je parle très rapidement de ça, mais
Faire une première mondiale d'un opéra de cette époque, c'est extraordinaire, un opéra d'une femme, mais je peux dire que chaque projet ouvre des portes, des découvertes, des rencontres super. J'ai hâte de revenir sur un projet de Pascal. C'était un très très grand plaisir de découvrir Antigone. Je veux lire plus de Dante, dont je connais rien. Mais là aussi, avec Antonia, on revient sur une histoire grecque, parce qu'on revient toujours à ces histoires intemporelles des Grecs. Mais aussi, on a cette idée d'opéra. Et l'opéra, c'était créé par une idée de l'Antiquité, de cette idée de partager des histoires à travers de la musique, de partager la musique. Et ça, c'est le grand plaisir. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous dis de nouveau donc que la captation d'Antigone dont nous avons vu en avant-première un extrait ce soir sera retrouvée très prochainement sur Arte et sur Philharmonie Live. Voilà, qui est magnifique comme vous avez pu le voir, cette captation. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous, si vous le voulez bien, ça a été annoncé tout à l'heure, le 10 février, pour la prochaine rencontre avec William Marx et Sonia Wider-Atherton. Merci beaucoup, bonne soirée.